Crayonnistes, bonjour. Aujourd'hui, on vous propose un format un peu spécial qui ne rentre pas dans les cases qu'on a l'habitude de vous proposer, à savoir le ring, œil pour œil, au cœur ou encore les bases. Un format de reportage. Est-ce qu'on a déjà vu ça au crayon? On a essayé d'innover, dites-nous en commentaire si ça vous plaît. Nous avons été contactés par Quentin Leduc, un jeune réalisateur qui a souhaité réaliser un documentaire sur les violences sexistes faites aux femmes. Il a proposé au crayon de le diffuser, et nous, c'est un thème qui nous tient à cœur, et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on a décidé de vous le proposer. Si on a décidé de diffuser ce documentaire, c'est aussi parce qu'il s'inscrit totalement dans notre ligne éditoriale, à savoir qu'il y a des positions divergentes sur un même sujet. Bon allez, je vous embête pas plus longtemps, on remercie encore Quentin de nous avoir choisi comme diffuseur pour son reportage, et toute l'équipe du crayon vous souhaite un bon visionnage. Je m'appelle Alicia, j'ai 20 ans et mon violeur a abusé de moi lorsque j'avais 11 ans. Donc tout s'est passé en juillet 2012 quand on est parti en vacances donc avec ma famille, donc mes parents et ma grande sœur dans le Lot. C'était un après-midi comme les autres. On part à la piscine tous ensemble. Il fait beau, je m'amusais avec ma grande sœur dans cette piscine. Mon papa donc parlait avec mon agresseur à ce moment-là. C'est des voisins où on faisait la fête, on faisait le premier de l'an ensemble. On était assez régulièrement en train de faire des petits repas, on prenait le café à droite chez eux, chez nous. Quand on la revoit, quelqu'un qui ne sait pas, il trouve que c'est des vacances sympathiques. Et puis la deuxième, quand j'ai regardé les photos pour me remémorer un peu les vacances, tout de suite quand je suis tombée dessus, j'ai dit Alicia, elle me dit maman, ça s'est passé juste après. Effectivement, on voit le regard pervers qui a complètement changé par rapport à la première photo. En fait, le jeu qui s'est passé à ce moment-là, qui a démarré, c'était que j'aille vers lui, qu'il me prenne dans ses bras, qu'il me jette dans l'eau. Et ça, à répétition. Au bout de 5-10 minutes, je sens qu'à chaque fois que je me retrouve dans ses bras, entre ses mains, il y avait un peu plus d'insistance. Je sentais un peu plus de force et au bout de quelques allers-retours, il voulait clairement plus me lâcher. Et sans y aller vraiment par quatre chemins, donc il commence à toucher un petit peu donc mon corps, mes cuisses qui descendaient un petit peu. Donc, moi j'étais en maillot de bain à l'époque. Il essayait d'être discret. Il a essayé visiblement et il a réussi. J'étais aussi assez jeune, je n'arrivais pas trop à comprendre ce qui se passait, mais je me souviens que ma sœur a eu une réaction assez étrange à ce moment-là. Je bougeais plus. J'étais dans ses bras, donc je bougeais plus. Donc il était dans mon dos, avec donc ses mains vraiment recouvertes sur moi. Et donc plus mon corps se tétanisait, plus il en profitait donc, pour passer sous mon maillot de bain. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a touchée. Avec ses doigts, il a fait rentrer ses doigts en moi. Et c'est vraiment à ce moment-là où il y a eu un relâchement de mon corps et en fait j'ai sauté dans l'eau et je suis partie. Je pense même être sortie de la piscine avant d'y rentrer un moment, pour laisser peut-être quelques minutes à mon cerveau de prendre conscience de ce qui arrivait. Et en fait je savais pertinemment que cet instant de ma vie, il fallait que je le garde en mémoire. Quand Alicia me l'a dit, c'était très dur à comprendre, à savoir comment ça s'était passé, à savoir comment elle réussissait à vivre avec ça et comment elle avait réussi à vivre avec ça pendant autant de temps. Quand j'étais enfant, je ne savais pas non plus comment l'expliquer à mes parents. Il y a forcément toujours cette peur qui revient, la peur de ne pas être crue, la peur de dire, mais qu'on te dise non mais pourquoi tu racontes des choses comme ça, enfin non, c'est pas vrai, enfin, je peux pas dire des choses comme ça, mais si. Et oui, cette peur, cette appréhension du moment où tu pourras parler, où j'ai parlé, que j'ai appréhendé pendant 8 ans. Pendant 8 ans, j'ai appréhendé ce moment. Monsieur commençant ses vacances, c'était comment faire venir madame sans lui. Donc je l'ai appelé en lui disant voilà, j'ai un truc de fille à te demander, est-ce que tu peux passer demain ? Ok, après le travail. Donc madame est arrivée.
Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle dirait si une de ses filles lui annonçait qu'elle avait subi des attouchements par un ami de ses parents. Et donc elle s'est tournée vers les filles. Elle a demandé laquelle c'était. Donc Alicia, elle dit c'est moi. Et je l'ai regardée, j'ai dit l'adulte, c'est ton mari. On est retourné chez lui, donc toujours accompagné de mes parents et de ma sœur. Et à ce moment-là, voilà, on est arrivé, toujours debout, donc face à lui. Et un enfant qui avait fait une bêtise, vraiment. Le genre de type que d'habitude, c'est le roi. Et là, il n'avait plus son statut, il avait perdu toute crédibilité, toute force, que ce soit physique ou mentale, qu'il pouvait rejeter habituellement. Au regard de monsieur, tout de suite, nous avons compris qu'Alicia disait la vérité, qu'elle ne mentait pas. Son regard a changé dès qu'il nous a vus arriver. Le collectif Nous Toutes a été créé en 2018 en réaction justement à la vague MeToo, notamment parce qu'en fait en France il y a des violences sexuelles qui sont massives et qui sont systémiques envers les femmes. On sait notamment qu'il y a 94 000 femmes qui sont victimes de viols ou de tentatives de viol par an. Ça représente 250 femmes par jour. Une femme toutes les 7 minutes, c'est énorme. Je me suis vraiment réveillée un matin et à 7h30 tapante, je vais voir ma maman. Écoute, voilà, c'est bon, il y a un mois qui est passé depuis, je vais porter plainte. Plus tard, nous y avons retourné et le deuxième gendarme, en fait, a trouvé qu'il y a quelque chose qui n'allait pas par rapport à la déposition d'Alicia. En fait, il s'est aperçu que c'était pas une agression simple, que c'était une agression qui était considérée comme un viol. Donc là, c'est pas du tout la même façon de faire les choses. Quand une victime de violence sexuelle, elle va déposer plainte, qu'est-ce qui se passe ? Elle se lève un matin, elle se rend au commissariat, c'est quelque chose... C'est compliqué, hein. C'est très lourd à porter, ça demande énormément de courage, ça demande énormément de force. Elle se retrouve face à un officier de police judiciaire ou une officière de police judiciaire qui va lui dire « Mais attendez, mais vous étiez habillée comment là ? Non mais vous aviez une robe ? Ah oui, c'est pas normal. Hein, ouais. Ah non, mais vous étiez bourré, mais aussi. Quelle idée de boire, vous savez très bien qu'il ne faut pas boire, sinon vous savez qu'ensuite on peut vous agresser. Voilà, mais vous étiez toute seule dans la rue à 2h du matin. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive ? En fait, le hashtag double peine, il naît d'une victime qui va déposer plainte pour viol dans un commissariat. Victime à laquelle on répond déjà à qui on refuse la plainte et ensuite à laquelle on répond est-ce que vous avez joui ? Voilà, d'où le hashtag double peine part. La manière dont sont posées les questions parfois peut être mal prise parce que le policier, le gendarme tâche de qualifier la plainte et donc justement de faire en sorte que la victime puisse arriver ensuite dans la judiciarisation avec une plainte dans laquelle il y ait tous les éléments et qui ferme toutes les portes. Mais la question « avez-vous joui ?» elle n'apporte absolument rien. La question « comment étiez-vous habillé ?» elle n'apporte rien pour qualifier la plainte. Ce qui peut apporter quelque chose dans la plainte en matière de vêtements, c'est simplement de dire est-ce qu'on peut avoir des éléments de preuve, des éléments matériels que l'on peut conserver, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a déployé la plainte chez autrui et les partenariats avec les hôpitaux pour qu'on puisse soutenir les femmes et faire en sorte, par exemple, qu'une fois qu'elles sont allées aux urgences parce qu'elles ont été violées, elles n'aient pas en plus ensuite à aller au commissariat, mais qu'elles puissent sur le lieu de l'hôpital, par exemple, ou dans le cabinet de l'avocate, ou dans une mairie, ou dans un autre lieu, déposer plainte et faire en sorte que les policiers, les gendarmes viennent pour recueillir leurs plaintes. Depuis la mise en place du Grenelle contre les violences conjugales, il y a eu une formation qui a été mise en place pour les officiers de police judiciaire, pour les forces de l'ordre de manière générale, pour les former à la prise en charge des victimes. Il faut savoir que cette formation, alors déjà, elle n'a pas été dispensée à l'ensemble du personnel. Les chiffres officiels, c'est 35% du personnel des forces de l'ordre qui ont été formés là pour l'instant. Aujourd'hui, on a plus de 90 000 membres des forces de l'ordre qui ont été formés en formation continue. Et maintenant, tous, 100% sont formés en sortant de l'école de police et de gendarmerie. Il y a 120 heures de formation initiale face aux violences sexistes et sexuelles. Pour savoir, par exemple, comment on s'adresse à une femme qui a été victime de ces violences, quelles questions on peut lui poser pour être subtil et pour arriver à vraiment bien qualifier tous ces faits. Oui, il y a une formation qui a été mise en place. Non, elle n'est pas suffisante du tout. C'est pas possible qu'il y ait une formation des policiers et des officiers de police judiciaire sans qu'on leur apprenne à comment prendre en charge une victime,
comment accueillir la parole d'une victime, parce qu'on ne peut pas le faire si on n'est pas formé en fait. Personne n'est formé à ça. C'est extrêmement violent de recevoir le récit d'une victime. Ça, on est tous et toutes d'accord là-dessus. Moi, je voudrais savoir, là, vous avez commencé depuis combien de temps cette formation-là? Ils ont commencé lundi matin. Lundi matin. Est-ce que vous avez, certains peut-être peuvent fonctionner en levant la main, ou si chacun veut peut-être détailler sa réponse, est-ce que vous avez l'impression que d'ores et déjà, aujourd'hui, si vous deviez aller prendre une plainte ou traiter un dossier, vous le feriez différemment de ce que vous auriez fait vendredi dernier avant de venir ici? Oui. Quelqu'un veut détailler? Je serais plus à l'aise pour la prise et le recueil de la parole de la victime, pour avoir des techniques d'audition, pour avoir un récit libre de la victime et pas employer des questions dirigées, des questions suggestives. Donc, par rapport à ça, je pense que mon recueil de l'audition sera beaucoup plus approfondi. Ouais. Dans 3 jours maintenant, dans 3 petites journées, ce sera le grand jour. Et bon, ce ne sera pas les derniers moments durs à endurer, il y en aura sûrement beaucoup d'autres. J'ai vécu avec jusqu'ici. Pendant toutes ces années, j'ai vécu avec et je vais continuer de faire avec. Et pas que, c'est pas juste vivre avec, on ne peut pas vivre avec ça, avec ce traumatisme-là, non, c'est s'améliorer tous les jours physiquement, psychologiquement, psychiquement, mentalement. Et bien aussi socialement parlant. C'est compliqué, mais on se relève et il faut. Et il y a aussi énormément de personnes qui m'ont aidée. Mes parents, bien évidemment. Mes parents qui m'ont jamais lâchée, qui m'ont toujours soutenue, dès le premier instant d'ailleurs. Ma grande sœur également, qui m'a aussi entendue, elle, pour la première fois. C'est à elle que je l'ai annoncé la première fois. Elle qui a vu sa petite sœur... Pardon. Voilà, mais pour nous, 8 ans, c'est bien pour se s'imposer. Donc, le patriarcat est en fait. Voilà, le début. C'est bon? La coupable, ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit. La coupable, ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit. La coupable, ce n'est pas moi, ni mes fringues, ni l'endroit. Le coupable, c'est toi. L'agresseur, c'est toi. Le violeur, c'est toi. L'assassin, c'est toi. C'est la police. C'est la justice. Nous toutes, ça a été créé en 2018. Donc au début de Nous toutes, on a notamment été invités au Grenelle en 2019, Grenelle contre les violences conjugales, organisé par Marlène Schiappa notamment. En revanche, très vite, Nous toutes a dit non aux invitations, a fini par dire non aux invitations, parce qu'on s'est rendu compte que c'était beaucoup de blabla, pour finalement rien. C'est beaucoup de on va vous inviter, voilà, dans des beaux lieux, on va discuter, etc. Mais nos propositions sont que très peu prises en compte. Du coup, le lien, en tout cas le dialogue s'est un peu rompu. Parce que nous, de notre côté, on s'est rendu compte que ça menait à rien et que c'était pas par cette voie-là qu'on allait pouvoir changer les choses. Nous avons crié notre colère aujourd'hui. Nous continuerons à la crier demain et tous les jours qui viennent jusqu'à ce que les violences cessent. Le monde change et demain, c'est nous qui le ferons changer.
Terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira, à mettre un j'aime et à nous laisser votre avis en commentaire, ça nous intéresse. Salut!